Bonjour à toutes et tous et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes ravis de vous accueillir, en tout cas pour ce troisième rendez-vous avec l'ARS Île-de-France en partenariat avec la DRIEAT et l'ANAP pour donc une série de webinaires. Et aujourd'hui, le sujet principal sera améliorer sa performance énergétique, opportunités et bonnes pratiques. Donc, ce webinaire a lieu sur Zoom. Et sachez que vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat pour pouvoir poser vos questions afin que nous puissions aussi y répondre en direct. Sachez également que lors de la dernière demi-heure, donc de 15 h à 15 h 30, il y aura une session de questions-réponses où nous pourrons également y répondre. On vous donnera également la parole. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Dorothée Hénin de l'ARS Île-de-France pour nous présenter le sommaire. Bonjour, merci Elvire. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce troisième webinaire, donc organisé en partenariat avec la DRIEAT et l'ANAP, pour vous accompagner, établissements de santé et médico-sociaux franciliens, dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Donc, dans la continuité des deux précédents webinaires qui portaient sur le dispositif éco-énergie tertiaire et la transition énergétique, qui a donné lieu notamment à un webinaire dédié aux énergies renouvelables et de récupération organisé par l'ADEME Île-de-France, nous souhaitons vous apporter aujourd'hui un éclairage complémentaire sur comment améliorer durablement sa performance énergétique en partageant avec vous les opportunités et bonnes pratiques applicables et disponibles en Île-de-France pour les établissements de santé médico-sociaux. Alors, nous le verrons, la performance énergétique, c'est consommer moins et mieux, avec des actions de sobriété énergétique qui peuvent être mises en place immédiatement avec un retour sur investissement à court-moyen terme et des solutions à plus long terme dans le cadre de vos projets d'investissement avec la rénovation énergétique des bâtiments notamment. Toutes ces solutions d'amélioration de la performance énergétique étant au service de l'atteinte des objectifs de réduction de vos consommations, de nos consommations énergétiques et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais elles concourent aussi à l'amélioration de la performance des établissements, de leur résilience et donc, in fine, de la qualité et de la sécurité de prise en charge. Alors, comment concevoir un projet immobilier durable et performant d'un point de vue énergétique? Quelles bonnes pratiques pour agir à court terme et réduire ses consommations? Comment mettre en œuvre une stratégie énergétique à l'échelle d'un établissement? Les intervenants que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui vont faire en sorte d'y répondre. Donc, comme le disait Elvire, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat pendant les interventions. Donc, nous aurons un temps d'échange dédié à la fin du webinaire. Donc, sauf pour l'intervention, la deuxième intervention par Camille Devrotte, qui malheureusement ne pourra pas rester avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Donc, voilà, il y aura un petit temps d'échange directement après son intervention. Sinon, vous dire que les supports de présentation vous seront envoyés ainsi que le replay à l'issue du webinaire. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Vincent Goussin du département bâtiment transition énergétique de la DRIEAT pour qu'il nous fasse un point d'actualité réglementaire sur tous ces sujets. Merci Dorothée, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon support de présentation. Est-ce que vous le voyez bien? C'est bon? Donc, je me présente, Vincent Goussin, je suis chargé de mission bâtiment et transition énergétique dans le service énergie bâtiment de la PUAT, le service déconcentré de l'État en région. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit point d'actualité réglementaire sur deux dispositifs. D'abord, le dispositif éco-énergie tertiaire. J'étais déjà intervenu à ce titre-là en mars dernier, si je ne me trompe pas. Et sur le décret BAX, faire un petit point sur ce décret qui a un intérêt à ce jour dans les réductions de consommation énergétique. Alors, d'abord, le dispositif éco-énergie tertiaire, juste une petite slide pour rappeler, hein, même si j'imagine que pour la plupart, vous avez bien ces informations en tête. C'est une obligation réglementaire avec exigence de résultat pour les propriétaires exploitants de bâtiments tertiaires dont la surface cumulée de ces activités tertiaires est supérieure à 1000 m², avec deux obligations, donc la réduction progressive des consommations à l'horizon 2050 et l'affichage de ces données sur la plateforme numérique dédiée qui s'appelle Opérate.
Donc ça, c'est pour le petit rappel. Maintenant, un petit point rapide sur les actualités. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une tolérance qui est accordée pour les assujettis pour le remplissage de la plateforme, qui était initialement prévue au 30 septembre 2021 pour la première date limite de remontée des consommations, qui a été donc décalée au 31 décembre 2022. Donc, toutes les données qui ont été remplies sont modifiables jusqu'à cette date. Même s'il y a un décalage dans le remplissage, ça reste malgré tout une obligation légale de remplir cette plateforme si on est assujetti. Pour information, au 22 septembre 2022, il y avait plus de 150 millions de mètres carrés qui étaient remplis sur la plateforme, donc on était avant la date du 30 septembre. À ce jour, je n'ai pas plus d'informations à vous transmettre sur les typologies de bâtis qui ont rempli la plateforme, etc. Donc, il faudra attendre plus tard dans l'année ou en début d'année prochaine pour avoir ces informations. Donc, je tenais à rappeler également qu'on est toujours dans une période d'apprentissage, qu'il n'y a pas de sanction si vous n'avez pas rempli, vous avez un peu de retard. Et pour information, il y a possibilité de modifier les données de référence, donc c'est-à-dire les données de consommation relatives à l'année qui vous servent de référence dans le calcul de vos objectifs. Donc, comme j'ai dit, il y a une possibilité de modifier ces données en 2023. Alors, les ressources, il y a eu un communiqué de presse qui a été publié le 22 septembre 2022 qui rappelle l'ensemble de ces informations. Il y a toujours le site internet Opérate qui met à jour toutes ces données. Il y a toujours des ressources régulières qui sont mises à jour sur ce site. Et enfin, je souhaitais citer le kit ANAP qui est plus large que le dispositif éco-énergie tertiaire, mais peut-être que Olivier Penaud ou Camille Devout en tireront deux mots tout à l'heure. Alors ça, c'était pour le décret tertiaire. Le deuxième sujet que je voulais évoquer cet après-midi, c'est le décret BAX, qui est ce coup-ci une obligation réglementaire en termes d'exigence de moyens. Je m'explique, c'est un dispositif, donc c'est l'obligation de mettre en place des dispositifs entre guillemets intelligents, histoire de mieux piloter les consommations, mieux gérer l'énergie dans les bâtiments en France. Je rappelle que ce dispositif de décret BAX a été rappelé dans le cadre du plan de sobriété du gouvernement qui met en avant ces dispositifs pour réduire les consommations énergétiques à très court terme, donc pour l'hiver prochain notamment. Alors, rapidement, quels sont les cibles de ce dispositif? Qui sont concernés? Alors, c'est les propriétaires de bâtiments abritant des activités tertiaires, marchandes ou non marchandes, publiques ou privées, équipés de systèmes dont la puissance nominale est supérieure à 290 kW. Donc, en dessous, je rappelle les différents types de systèmes qui sont concernés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, également, sont concernés autant les bâtiments neufs qu'anciens. Pour les bâtiments neufs, ils sont obligés de mettre en place ce genre de système si le permis de construire est déposé après le 20 juillet 2021, sauf s'il y a une étude qui est mise en place par le propriétaire qui dit que le temps de retour sur investissement est supérieur à 6 ans. Enfin, les bâtiments anciens sont également concernés à partir du 1er janvier 2025 où il y aura une obligation de mettre en place ces dispositifs de contrôle des consommations. De même, sauf si le temps de retour est trop long ou sauf si les actions, si les actions qui permettent de relier les systèmes techniques décentralisés au système central présentent également un temps de retour sur investissement trop important. Alors, les objectifs de ce décret, je les rappelle quand même. C'est d'abord de relier les systèmes techniques au système d'automatisation et de contrôle central en cas de renouvellement total ou partiel de ces équipements. Ça marche pour les bâtiments anciens notamment. L'objectif principal, c'est malgré tout d'enregistrer, d'analyser en continu par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire les données de production et de consommation des systèmes techniques du bâtiment pour mieux piloter ces consommations. Dans un troisième temps, c'est donc de permettre d'ajuster ces systèmes pour réduire ces consommations. Et enfin, il ne faut pas oublier que ce décret d'exigence de moyens a aussi un objectif qui permet de faciliter l'atteinte des objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire. Autrement dit, pour atteindre ces objectifs du décret tertiaire, il est évidemment nécessaire de mesurer au mieux ces consommations pour pouvoir les réduire le plus efficacement possible.
Rapidement, les perspectives de ce décret également qui ont été citées dans le plan de relance, le plan de sobriété du gouvernement. Il y a une concertation qui sera lancée en vue d'élargir ce dispositif aux bâtiments tertiaires utilisant des systèmes de puissance supérieurs à 70 kW. Donc, on aurait une baisse du seuil. Donc, l'échéance de ce dispositif, ce serait 2027. Donc, voilà, la concertation n'est pas encore lancée. C'est juste une perspective à venir pour vous donner un peu de champ. C'est tout pour moi. Dorothée, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces informations. Donc, une obligation légale de renseignement de la plateforme Opéra repoussée au 31 décembre. Donc, il reste un peu plus de 2 mois aux établissements retardataires pour remonter leurs données et une obligation réglementaire BACS qui peut être anticipée dès aujourd'hui pour faciliter l'atteinte des objectifs de réduction de consommation énergétique. Alors, j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Camille Devreut, aujourd'hui au sein du pôle immobilier et développement durable de l'ANAP, que je remercie vivement, et qui va nous présenter donc le guide d'accompagnement tant attendu du Conseil scientifique de l'investissement en santé pour un projet durable, et plus spécifiquement donc les enjeux liés à l'énergie qu'il convient de prendre en compte. Merci Dorothée. Alors effectivement, là j'ai un petit peu une double casquette puisque j'ai rejoint la NAP dernièrement en mai 2022, mais je suis aussi membre du Conseil scientifique pour les investissements en santé et pour lequel c'était un des impératifs en fait d'intégrer tous les enjeux liés à la responsabilité sociétale des établissements et du développement durable dans des projets d'investissement, que ce soit en phase de restructuration ou de construction neuve, pour vraiment avoir l'intégralité de ces enjeux intégrés dès les phases de conception et avoir les projets les plus soutenables possibles. Alors, on parle de... Je vais vous projeter, effectivement, parce que si je commence tout de suite ma présentation. Donc, on parle de guide d'accompagnement, effectivement, et pas de référentiel, puisque le but, ça a été surtout d'agréger tout ce qui existe déjà. Donc voilà, ne pas prendre peur sur le fait qu'on ait encore des éléments à fournir. Le but, c'est vraiment d'agréger ce qui existe déjà et ce qui va faire du coup que votre projet va être soutenable. Un petit rappel de contexte que Olivier vous a sans doute déjà présenté, mais que c'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel, c'est la consommation de notre secteur, du secteur sanitaire et médico-social. Donc 12% de la consommation du parc tertiaire, mais 2% de la consommation nationale. Pour rappeler un petit peu l'importance et l'enjeu énergétique dans ce secteur, qui fortement énergivore de par ses activités et son fonctionnement 24 heures sur 24 dans un certain nombre de secteurs. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des marges d'amélioration significatives qui peuvent être envisagées. Les disparités observées entre les établissements les moins énergivores et les plus énergivores le démontrent plus ou moins, parce qu'il y a certes effectivement des enjeux de rigueur climatique ou de qualité de l'enveloppe thermique, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont liés à l'usage et notamment à la performance des équipements et la façon dont on les utilise. À cela s'ajoute la question du coût énergétique, qui était déjà un poste significatif. Aujourd'hui, on est plus à 2 à 5%, et avec également une augmentation significative des coûts de l'énergie. On était déjà à 16% d'augmentation quand on avait fait en quelques années sur des chiffres de 2019, mais en moins d'une dizaine d'années, on avait déjà une augmentation significative. Bon, je vais rester dans les mauvaises nouvelles, puisque effectivement, il n'y a pas seulement une crise gazière aujourd'hui qui n'est ni la première crise énergétique, ni certainement la dernière, parce que dans tous les cas, on a une réelle opportunité, faut le saisir comme une réelle opportunité en fait de revoir complètement nos sources de production, mais également nos modes de consommation, car dans tous les cas, les ressources qu'on utilise aujourd'hui en majorité pour produire notre énergie sont clairement limitées, avec des échéances d'épuisement qui sont maintenant très proches. 50 ans, c'est nous en fait, ou nos enfants. À cela s'ajoutent des enjeux
mais je pense qu'il y aura peut-être un sujet ou un webinaire plus approfondi sur cette thématique-là, qui vont être en lien avec le contexte de règlement climatique plus général, qui, dans le cas précis de l'énergie, va avoir paradoxalement une augmentation du besoin, notamment en termes de rafraîchissement, pour pouvoir notamment maintenir notre continuité de service, le confort de la prise en charge des patients, mais aussi des conditions de travail des professionnels. Donc voilà, on a ce paradoxe entre il faut s'adapter à un climat qui est de plus en plus chaud, avec une nécessité de réduction de nos consommations. C'est aussi un enjeu de sécurité de nos approvisionnements, puisque la multiplication des catastrophes naturelles ou de d'autres catastrophes qui peuvent mettre en péril en fait cet approvisionnement, et c'est vraiment à intégrer. Pour faire le parallèle avec la question de l'investissement, voilà, on a vu des hôpitaux se retrouver en difficulté parce qu'ils avaient mis leur installation technique en sous-sol dans une zone inondable, ou à contrario, des établissements qui avaient mis des installations techniques en terrasse ou en toiture terrasse, avec une rigueur climatique qui entraîne une vétusté plus rapide de leurs équipements. Ce qu'il faut savoir, garder en tête également, c'est que ces évolutions, elles sont connues, elles sont accessibles, et on peut les identifier notamment par rapport aux trajectoires des scénarios du GIEC. Donc voilà le trajectoire du plus du degré, ou alors de si on dépassait les plus de degrés. Et on voit clairement en fait qu'on n'arrive plus du tout. Voilà, là, je vous ai cité deux établissements dont j'avais les données. Mais ce sont des éléments qui sont connus, qui peuvent être connus et qui peuvent être schématisés, au moins d'un point de vue simulation. Donc, pourquoi du coup ce guide? Parce qu'en fait, on investit pour l'avenir, on n'investit pas pour aujourd'hui, avec des enjeux du coup de prévention, atténuation et anticipation, et un but de construire un système de santé plus résilient. Pourquoi construire pour l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les bâtis qu'on conçoit ou qu'on rénove, ils vont sortir ou être réceptionnés dans une dizaine d'années, plus ou moins, et que le risque, c'est très clairement d'avoir des bâtiments qui soient déjà obsolètes au moment de leur réception, et qui ne soient pas capables, en fait, d'assurer la réponse aux enjeux climatiques, aux enjeux énergétiques du moment où ils seront en phase d'exploitation. Donc, cette présentation du guide. Donc, pour l'instant, ça reste un tableur Excel qui peut paraître extrêmement abrupt au premier abord, mais qui a eu vraiment pour volonté le fait d'être extrêmement exhaustif et complet. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce n'est pas un document qui doit être traité dans son intégralité tout de suite. Il se construit au fur et à mesure de son projet, étape par étape. Donc, en premier lieu, je vais du coup passer directement. Donc, en premier lieu, du coup, sur les objectifs, c'était vraiment intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans l'ensemble des externalités d'un projet immobilier, donc surtout son cycle de vie, accompagner les établissements porteurs de projets dans la prise en considération des enjeux du développement durable dès sa phase de conception et tout au long de sa mise en œuvre. Vous verrez qu'il y a aussi une petite partie exploitation, et guider les équipes chargées d'analyser et d'évaluer les projets. Je vous ai mis les numéros là qui correspondent en fait à l'explication sur les slides suivantes quand vous aurez la présentation. En 1, en fait, qui correspond du coup à... Ça, c'est la page introductive en fait que vous aurez sur le tableur Excel. C'est le premier onglet. C'est un peu l'onglet mode d'emploi qui va vous permettre de vous guider et de vous retrouver dans le document. Donc, en fait, le document, il a ce format-là, donc une première colonne avec le numéro de l'item qui correspond un petit peu à la liste des items que vous devrez répondre. Et cet item-là, il a une couleur. Soit il est vert foncé, c'est un niveau, enfin, c'est un item qui va être obligatoire, indispensable, dans le sens où il est réglementaire. Donc, typiquement, un audit énergétique, c'est de l'ordre du réglementaire, donc il est obligatoire. Et s'il est obligatoire, c'est pas seulement parce que c'est une obligation réglementaire, c'est aussi parce que c'est un élément capital, fondamental,
pour pouvoir concevoir votre projet ultérieurement sur les enjeux énergétiques. Vous avez un deuxième item qui a un vert un peu plus clair, donc qui est le niveau souhaité, où là, effectivement, c'est vraiment l'item qui va être... alors, il n'est pas obligatoire d'un point de vue réglementaire, ou pas encore, mais c'est vraiment un élément qui va être essentiel également pour votre projet. Et l'élément complémentaire, ça va être un petit peu la cerise sur le gâteau. Par exemple, si vous partez dans un projet de labellisation ou autre, c'est vraiment le nec plus ultra. Mais si vous avez déjà répondu aux éléments qui étaient indispensables ou souhaités, c'est déjà super. Ensuite, donc du coup, la grille, on a essayé de la faire effectivement, comme je vous le disais, extrêmement exhaustive et volontariste. Vous avez dans la dernière colonne la liste, en tout cas les références des textes réglementaires sur lesquels on s'est appuyé et que vous pouvez, alors je ne pense pas que les liens soient actifs sur le tableur Excel, mais au moins les copier-coller dans votre barre de recherche pour y avoir accès. Et ça vous permet aussi de savoir qu'on n'a pas tiré ces items de notre chapeau, ces textes en tout cas de notre chapeau. C'est vraiment soit des obligations réglementaires qui s'appliquent à d'autres secteurs et qui sont susceptibles de s'appliquer prochainement, voire très prochainement à notre secteur, soit des retours d'expérience ou des expérimentations ou des éléments qui sont appliqués à d'autres secteurs et qui nous semblent intéressants, voire indispensables d'appliquer à notre secteur pour qu'on soit effectivement le plus exemplaire et le plus résilient possible. Ensuite, donc sur ce qui est un petit peu au niveau du chiffre 3, là, vous avez 4 cases. Donc, non concerné, réalisé, non réalisé, prévu. Parce qu'en fait, donc, comme je vous l'ai dit, grille extrêmement exhaustive. Il y a tout. En fait, on a essayé. Bon, il n'y a pas forcément tout parce qu'on ne peut pas être toujours. Même si on essaie d'être le plus exhaustif possible, il est possible on oublie un ou deux éléments qu'on ne manquera pas de rajouter au fil de l'eau d'ailleurs. Mais dans tous les cas, il est possible qu'il y ait des items pour lesquels vous soyez concerné ou non concerné parce que, par exemple, vous n'êtes pas concerné par un risque naturel ou parce que vous êtes dans un environnement extrêmement urbanisé et que du coup, la chaudière biomasse, ce n'est pas la solution. Enfin, voilà. On part du principe que l'analyse, elle est contextualisée et elle est humanisée. C'est-à-dire que les porteurs de projets, ce sont des humains comme vous et moi. Ceux qui vont les analyser, ce sont des membres du CSIS, des membres de l'ARS. On est dans le dialogue, en fait. On est dans la contextualisation du projet et chaque item est à aborder selon la situation propre du projet. Le but, c'est d'ouvrir au débat, d'ouvrir à la réflexion et se dire, voilà, pour cet item-là, est-ce que je suis concernée ou non? Je suis concernée à quel niveau? Et si je suis concernée, selon le niveau pour lequel je le suis, qu'est-ce que je mets en place, quelles mesures et comment je l'intègre et comment j'y réponds? Euh, passer. Juste, donc, vous voyez en bas, il y aura en fait en bas il y a quatre onglets, 5 onglets. Donc, le mode d'emploi, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et le suivi. Comme je vous disais, c'est un tableau qui a été conçu pour s'intégrer dans le processus d'instruction des travaux, en tout cas des expertises du Conseil scientifique pour les investissements en santé. L'étape 1 correspond vraiment à toute l'analyse du projet, l'analyse territoriale, l'analyse des besoins, la phase de conception, de réflexion. L'étape 2, on est plus en pré-programme et l'étape 3, on est vraiment en programme. J'ai rajouté un onglet suivi dans lequel vous aurez effectivement l'ensemble en fait des phases, des étapes à apporter en phase esquisse, APS, APD, Pro, DCE, etc., avec une liste de contenus et de livrables attendus pour chaque phase. Bon, là, je vous ai mis un petit exemple voilà, imagé d'à quoi ressemble le tableur. Ici, je vous ai remis les numéros que vous trouvez sur la slide précédente avec l'explication de chacun des numéros et les petits numéros bonus. Donc, qui sont les objectifs et également le fait qu'on a souhaité travailler vraiment en transparence et en clarté de l'instruction, dans le sens où en fait, c'est le même document pour ceux qui analysent que pour ceux qui portent le projet. Donc, voilà, il n'y a pas de surprise ni d'un côté ni de l'autre. Au niveau du contenu, je vais passer rapidement, mais c'était important pour moi que vous voyez dans quel cadre et dans quel enjeu s'est intégré ce guide.
Et on va maintenant s'attarder et s'intéresser aux enjeux qui sont essentiellement sur le volet énergie. Donc, en étape 1, brièvement, hein, on a d'abord tout ce qui concerne les audits de l'existant. Alors, c'est pareil, si vous êtes sur du projet neuf, on est d'accord que ça ne va pas être à prendre en considération, mais sinon, forcément, la réalisation de l'audit énergétique, l'année de référence de cet audit, et éventuellement, si on a renseigné des informations sur Opera. Il y a ensuite tout ce qui va concerner l'identification des risques naturels actuels et projetés, sachant que tout ce qui est vague de chaleur, ou notamment hausse des températures, font partie de ces risques climatiques. Pour notamment le site neuf, donc par exemple, quand vous devrez choisir peut-être sur un choix d'implantation de site, la partie études bioclimatiques, donc études d'ensoleillement, l'orientation, l'étude des vents, donc que ça soit en force, en orientation, voilà. Comment vous allez choisir soit le site d'implantation, soit la façon dont vous allez localiser votre bâti sur ce site pour qu'il soit le plus résilient face à la rigueur climatique. Et il y a ensuite tout ce qui va être en lien avec ce que vous pourrez essayer d'agréger au niveau territorial ou au niveau de votre site. Donc, ce qui va concerner les schémas directeurs énergie. Donc, tout ce qui va être la politique énergétique de votre établissement ou de vos établissements à court, moyen, long terme. Le potentiel de raccordement à un réseau d'approvisionnement local, mais ça peut être aussi l'idée de la création d'un réseau de chaleur. C'est-à-dire que dès lors que, par exemple, il va y avoir la construction d'un établissement ou la délocalisation d'un établissement, va pouvoir se poser la question de, bah, voilà, si je crée, par exemple, une chaufferie biomasse ou un autre réseau de chaleur, comment je fais pour englober mon territoire et mutualiser cette source de production. On peut avoir la même chose aussi sur la partie électricité avec les smart grids. Par exemple, si j'ai des panneaux photovoltaïques ou autres, comment soit l'autoconsommer ou alors si je ne l'autoconsomme pas, la partager sur un territoire. Et ensuite, l'étude du potentiel de recours aux énergies renouvelables. En étape 2, alors là, il semble y avoir moins d'items, mais en fait, c'est plus détaillé dans le guide. Donc là, on est sur le détail du schéma directeur énergie avec une planification patrimoniale. On rentre aussi plus dans le détail du potentiel recours d'énergie renouvelable. Donc là, du coup, généralement, on a défini vers quelle énergie on se tourne et on commence à se réfléchir, bah voilà, si je suis en autoconsommation, si je redistribue directement sur le réseau. J'essaye de voir les énergies que je vais pouvoir récupérer, notamment au niveau de mes process. Voilà. Et puis, on intègre aussi toutes les réflexions qui va avoir lieu autour du suivi et de la gestion des consommations et des équipements pour avoir un pilotage le plus facile, le plus flexible de mes installations. Et en phase 3, bah, généralement, c'est comme on est en programme et en PTD, là, on est sur le détail du contenu et des pièces à fournir à chaque étape du projet. Comme je vous disais, dans l'onglet suivi, là, c'est encore plus détaillé, puisque du coup, par phase, donc esquisse, APS, APD, on va vraiment lister les contenus et les livrables attendus pour chaque engagement en fait, que vous aurez pris sur les étapes précédentes. On insiste aussi sur le fait d'intégrer un volet RSE au niveau du rapport d'activité annuel avec 2 volets. Le premier qui va intégrer tout ce qui va être exploitation au quotidien. Vous verrez que c'est la façon dont on intègre la RSE dans sa gouvernance et dans son mode de pilotage, de motivation des équipes, de réflexion à tous les niveaux dans l'établissement. C'est aussi un élément fondamental qu'on vous demande en étape 1 pour s'engager dans un projet RSE. Et là, en fait, dans le volet RSE du rapport d'activité, ce qu'on attend, c'est, sans forcément aller dans l'investissement, tout ce que vous avez mis en œuvre au niveau des obligations réglementaires, voire plus, les résultats de vos audits et évaluations, les mesures correctives que vous mettez en œuvre, etc. Vraiment sur le quotidien de l'exploitation de votre établissement. Et sur l'investissement, la synthèse de la concrétisation des engagements pris lors de ces étapes
dans la construction ou l'exploitation de l'établissement. Le but étant très clairement de ne pas avoir ce qu'on retrouve généralement, c'est-à-dire la petite notice environnementale réalisée à la fin, qui essaye de grappiller les points à droite et à gauche pour essayer de les amalgamer dans un document avec une ouverture verte, pour dire qu'on a fait du développement durable. Pareil, on ne demande pas de refaire une autre notice environnementale ou etc. Et c'est aussi pour ça que c'est un guide et pas un référentiel. Il n'y a pas forcément de documents à produire de façon spécifique. Le but, c'est que l'ensemble des items se retrouvent de façon intrinsèque dans chaque cahier des charges, dans chaque lot, dans chaque spécificité technique. Voilà, il n'y a pas quelque chose à faire de façon annexe pour intégrer ces sujets-là. Voilà, j'ai fini cette présentation. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le timing. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation. Alors, le lien vers le guide a été envoyé par Olivier dans le chat. Donc, d'une part, merci. Ça nous éclaire sur l'approche globale développement durable à adopter pour élaborer son projet d'investissement, et d'autre part sur les enjeux énergétiques à intégrer, qui sont intégrés dans le processus d'instruction des projets, et ce dès l'étape d'orientation. Alors, on avait dit qu'on poserait les questions-réponses donc juste après ton intervention, parce que malheureusement tu ne peux pas rester jusqu'à la fin. Alors, j'en vois une qui était: où trouve-t-on l'information d'évolution sur le climat sur un lieu précis? Est-ce qu'il y a un site en particulier? Alors, du coup, je l'avais fait avec un bureau d'études, donc il faut que je le retrouve, mais je transmettrai les informations. Je les mettrai soit sur la communauté de pratique de l'ANAP, la communauté de pratique développement durable de l'ANAP, dès que j'ai les infos, voir si elles sont ouvertes. Très bien, parce qu'effectivement, très utile. Après, je vois deux autres questions qui sont plus en lien avec les CTES, donc je pense que c'est peut-être plus, on pourra y répondre plutôt à la fin, je pense. Je peux déjà, pour moi, là, on est plus... alors déjà, ça dépendra du profil du CTES, parce que tous n'ont pas forcément... Voilà. Après, on est vraiment sur des projets immobiliers. Donc, sur certaines questions, notamment en étape 1, ou sur les audits énergétiques, certains pourront complètement y répondre, mais la globalité du projet, sachant qu'on est sur un projet d'investissement, pour moi, le CTES devra faire être partie prenante en fait, du petit groupe qu'il faudra créer autour de ce projet d'investissement, mais ça ne sera pas la pierre angulaire. Voilà, il faut être conducteur de travaux ou autre. Je ne sais pas si Olivier, tu veux compléter sur cette question. Les CTES ont un certain nombre d'établissements à couvrir, et du coup, aller comme tu le dis Camille, sur un projet précis d'investissement très complet d'un établissement, c'est pas aujourd'hui la réponse. Il y a des conseillers qui vont couvrir un nombre important d'établissements, donc voilà, on en parlait ce matin avec eux. C'est la répartition du travail par rapport au nombre d'établissements à couvrir. Un CTS, c'est un conseiller en transition énergétique et écologique en santé. Effectivement, oui, c'est bien de préciser. Alors, il y avait une autre question, vu qu'on reste là-dessus, sur est-il prévu de relancer un appel à projet? CTES, bon, vu qu'on est dessus. Et il y a des choses qui sont pensées, mais on ne peut pas officialiser. Rien n'est lancé aujourd'hui. On y réfléchit actuellement. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions sur le guide d'accompagnement. Alors, effectivement, de toute façon, on pourra prendre les questions. S'il y a d'autres questions dans le chat, Camille pourra y répondre par la suite aussi. Tout à fait. Okay. Merci à vous. Je vais partager mon écran. Ça va être... Voilà. Alors, donc, ce guide d'accompagnement, effectivement, a vocation à être utile vraiment pour les établissements et aussi pour les ARS.
L'Île-de-France, c'est bien sur ce document de référence que nous nous appuierons pour instruire et sécuriser la contribution au développement durable des projets qui sont financés dans le cadre du Ségur. Donc, au travers plus spécifiquement de 5 objectifs développement durable. Donc, tout d'abord, voilà, dire que c'est des objectifs qui couvrent l'ensemble des dimensions donc socio-éco-environnementales du développement durable et de la responsabilité sociétale et qui visent à sécuriser la contribution donc de la dépense publique à la transition écologique en Île-de-France et à l'atteinte des objectifs nationaux de développement durable. Et ils doivent donc être pris en compte, comme le disait Camille, par les porteurs dès l'élaboration de leur projet immobilier. Donc, 5 objectifs. Un premier objectif d'amélioration de la performance énergétique pour que voilà, le projet d'investissement permette à l'établissement d'atteindre plus facilement ses objectifs de réduction de consommation, conformément au décret tertiaire. Un objectif pour aider l'établissement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à être plus résilient aux aléas climatiques, pour que le projet porte le moins atteinte possible à l'environnement et qu'il agisse favorablement sur d'autres déterminants de la santé que le soin, et un objectif plus transversal de gouvernance, développement durable, pour que l'établissement se donne les moyens d'engager une démarche de développement durable qui visera notamment à suivre la mise en œuvre en fait de ces objectifs. Bien sûr, un principe de proportionnalité s'appliquera en fonction de la taille du projet. Et l'idée est bien que nous fassions, voilà, établissement ARS au mieux pour prendre en compte dès maintenant ces enjeux dans les projets, pour disposer à terme de structures durables et résilientes. Pardon, Dorothée, est-ce que tu pourrais mettre ton écran en plein écran, ta présentation en plein écran, s'il te plaît? Absolument. Ça sera mieux, surtout. Merci, Olivier. Voilà. Alors, plus particulièrement concernant l'objectif d'amélioration de la performance énergétique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, j'aurais aimé vous présenter aussi un état des lieux en fait, des besoins. Malheureusement, nous ne disposons pas encore de cette information. Pour autant, nous savons qu'il y a encore beaucoup de besoins, des passoires thermiques notamment. Donc, l'objectif du Ségur et de tout projet d'investissement d'ailleurs devra être de rénover les bâtiments d'un point de vue énergétique et prioriser donc autant que possible les rénovations sur les bâtiments les moins performants énergétiquement. Donc sur la base d'un audit énergétique et idéalement d'un schéma directeur énergie quand il y a lieu. Également, la performance énergétique, c'est aussi la sobriété énergétique avec l'importance de mettre en place une gestion et un pilotage de ces consommations qui doivent notamment être remontées sur la plateforme Opéra. Donc, 2 enjeux, rénovation énergétique, sobriété énergétique, et pour ce faire, la nécessité donc de disposer d'une compétence interne ou externe en performance énergétique dans l'équipe projet pour piloter l'ensemble de ces actions. Donc, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, certains établissements ont eu la chance d'être lauréats de l'AMI. Pour les autres, il y a aussi des solutions. Voilà, c'est quand même faisable de mettre en œuvre, notamment par des formations peut-être. Et puis aussi des ressources, des partenaires qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser et que nous nous attachons de porter à votre connaissance dans le cadre de ces webinaires. Peut-être dire aussi, oui, 2 autres enjeux liés à l'énergie sur lesquels on ne fait pas de focus aujourd'hui, qui sont le recours aux énergies renouvelables et puis l'adaptation aux aléas climatiques et que, pour assurer notamment la continuité de service et qui nous sont plus particulièrement rattachés aux objectifs 2 et 3 du Ségur développement durable que je vous ai précédemment présenté.
Alors, comment nous allons pouvoir sécuriser l'impact énergétique du projet? Alors, tout d'abord, faire en sorte que la question de l'énergie fasse partie intégrante de toute décision d'investissement, au même titre que d'autres critères, et ce, dès le choix des scénarios. Donc, dans une première phase d'élaboration du projet, sur la base d'éléments de diagnostic autant que possible partagés, que l'établissement se fixe des cibles d'amélioration, par exemple, voilà, des mètres carrés à rénover d'un point de vue énergétique, et puisse définir un plan d'action pour ce faire. Au moment de la contractualisation du projet, l'ARS pourra formaliser ces engagements dans le contrat et qui feront l'objet d'un suivi jusqu'à 2 ans après la mise en service du projet. Donc, l'établissement mettra en œuvre ces engagements et rendra compte autant que possible de la réalisation de ces objectifs. Donc, c'est vraiment, comme le disait Camille, un dialogue conjoint, établissement donc ARS, sur la base du guide d'accompagnement du CSIS. Voilà, et pour les projets sanitaires, ça viendra en appui du rapport socio-économique. Donc, c'est plus une sorte d'accord de méthode sur une trajectoire d'amélioration qui dépendra bien sûr de la maturité de l'établissement, de ses contraintes, du stade d'avancement du projet, de la taille du projet. Et nous aurons à l'ARS évidemment une vigilance spécifique sur l'application des items niveau obligatoire, donc réglementaire. Donc, voilà, et enfin des engagements et impacts qui conviendra de suivre, comme le disait Camille. Voilà. Je ne vais pas être plus longue que ça et je répondrai aux questions si nécessaire après. Je passe tout de suite la parole parce qu'il y a des choses qui sont faisables à très court terme, sans gros travaux, pour réduire ses consommations énergétiques. Donc, je laisse la parole à Nathalie Bousquet, chef du département bâtiment service énergie à la DRIEAT, et Olivier Penaud de l'équipe RSE développement durable à la NAP. Voilà. Merci beaucoup, Dorothée. Nathalie, je vous laisse introduire le sujet. Je vais introduire le sujet. Donc, je démarre. Donc, merci Nathalie Bousquet du département bâtiment à la DRIEAT Île-de-France. Donc, nous allons vous présenter des solutions d'économie d'énergie à bas coût. Avec quatre grandes parties. D'abord, énoncer un principe pour bien comprendre comment s'appréhende l'énergie, quitte à enfoncer quelques portes ouvertes pour les plus scientifiques d'entre vous. Quelques préalables avant de s'engager dans des actions d'économie d'énergie. Ensuite, on va balayer quelques solutions type poste par poste. Et puis enfin, aborder la question des usagers. Donc, dans tout cela, on va vous parler de sobriété, puisqu'il s'agit effectivement, sans faire de gros travaux, de réduire nos consommations d'énergie. Alors, voilà, la sobriété, c'est utile à court terme pour réduire les consommations, les factures d'énergie. Ce sera aussi utile à long terme pour atteindre nos objectifs de stratégie nationale bas carbone, de diminution de nos consommations d'énergie à horizon 2050. Alors, l'énergie qu'on consomme et qu'on voit sur notre compteur, qu'est-ce que c'est? C'est une puissance. Donc, c'est la puissance d'un appareil qui s'exprime en watts et que l'on multiplie par un temps d'usage. Donc, pour prendre un exemple très simple, ça va être l'énergie consommée par notre éclairage, ça va être la puissance de notre éclairage qui va être, par exemple, un éclairage LED va être plus faible en puissance appelée qu'un éclairage incandescent, par exemple, quoique ceux-ci sont interdits, mais même un éclairage fluorescent. Et puis, la consommation, ça va être cette puissance qu'on va multiplier par le temps. De ce fait, quand on veut avoir des actions d'économie d'énergie, on peut agir sur ces deux paramètres, agir sur la puissance consommée par les équipements, c'est-à-dire leur performance. Et là, on trouve cette notion d'étiquette énergie. Pour un même service, il y a des équipements qui vont être plus ou moins consommateurs d'énergie. On peut agir aussi sur leur réglage.
Par exemple, l'éclairage, si je reprends mon exemple de l'éclairage, si dégradable, le faire diminuer sa puissance d'éclairage. Et le deuxième axe de travail, ça va être un axe de travail sur le temps de fonctionnement, c'est-à-dire ne faire fonctionner nos équipements consommateurs d'énergie que lorsqu'ils sont utiles et bien veiller à l'extinction quand ils ne sont pas utiles. Voilà. Alors, pour agir sur ces deux paramètres, on peut faire des petits travaux. Alors, il ne s'agit pas là de gros travaux de rénovation, mais de petites interventions qui sont intégrables voilà, dans des temporalités annuelles. On peut agir par les réglages et la maintenance de nos équipements. Et puis, le troisième moyen d'action, c'est d'agir sur les comportements et les habitudes. Merci beaucoup. C'est très simple comme ça. C'est ce qui est agréable hein, d'entrer dans le sujet sur puissance égale énergie égale puissance par le temps. Et il y a quand même un gros préalable, et on en a déjà parlé dans le cadre de ces webinaires organisés par Dorothée et la RS Île-de-France. Ce sont, pour vos établissements, connaître vos consommations pour savoir quelle consommation cibler en priorité. Donc, l'enjeu, c'est pour vos établissements d'identifier les points forts et les points faibles de vos bâtiments et ce qui consomme le plus et qui a le plus de levier de progrès. Et on parlera des usages un peu après. Donc, ça vous permettra de cibler les axes prioritaires pour réduire vos consommations d'énergie. Et une fois que vous aurez procédé à des améliorations, idéalement, vous évaluerez l'impact de ces actions engagées. C'est bien de penser à mesurer ce que vous améliorez. Alors, avant de s'engager dans une démarche d'économie d'énergie, il peut être intéressant de savoir d'où on part. Pour cela, il arrive qu'il y ait eu des diagnostics ou des audits qui aient déjà été faits. Donc, sans avoir à tout refaire, ça peut être de ressortir d'anciennes études qui gardent une certaine validité. Ensuite, il faut caractériser vos locaux. Où sont-ils? Quelle est leur surface? À quoi servent-ils? Est-ce qu'ils répondent aussi à vos besoins en termes de qualité et de conditions d'usage? Avant toute chose, il faut aussi que les bâtiments respectent la réglementation. Donc, il faudra bien s'assurer qu'ils soient conformes pour tout ce qui est hygiène et sécurité. Et puis, donc une fois qu'on s'est assuré de ces points fondamentaux, on peut caractériser le bâti, où en est ma structure, mon enveloppe, comment je suis isolée, est-ce que je suis protégée contre le soleil, quelle est mon étanchéité à l'air aussi. Voilà, donc si on devait résumer, c'est se poser ces quelques questions. Le bâtiment correspond-il à mon usage? Est-ce qu'il respecte les exigences réglementaires? A-t-il une enveloppe convenable? Et une fois qu'on a répondu à ces questions par une affirmative, on peut se dire, moyennant cela, il y a sûrement encore des moyens d'économiser de l'énergie. On est toujours dans ce préalable qui est connaître. Et pour aller ensuite sur la question des usages, il faut réussir à faire la différence des idées d'amélioration qu'on va lister par ailleurs. Donc, on ne parlera pas trop des process, même si c'est ce qui est majeur dans les consommations d'énergie des établissements. Alors, Vincent Goussin l'a bien rappelé auparavant, on est dans cette catégorie secteur tertiaire, même si on a du process. Le process, on peut rapidement le dire. Côté médico-social, ce sont les blanchisseries, si c'est en interne, la cuisine, si c'est en interne. Et côté sanitaire, il y a les zones à environnement maîtrisé. Plus les process également, type blanchisserie, chauffage, cuisine. Après, de manière générique, dans les usages et un petit peu dans l'ordre de consommation, il y a tout ce qui va être lié au chauffage, à la ventilation, à la climatisation. Donc, tous ces usages de type CVC qui vont être majeurs à vérifier avant la période hivernale, hein, qui est la période que l'on cible dans ce propos. L'eau chaude sanitaire également, on le rappelle souvent. Vous avez des indicateurs de consommation d'énergie, mais la consommation d'eau est aussi
un indicateur à prendre en compte parce que l'eau que vous chauffez, c'est de l'énergie que vous consommez. Ensuite, évidemment, on parlera un petit peu éclairage et il y a tous les autres usages, toutes les autres utilités à prendre en considération. Une clé de réussite, alors ça peut paraître basique, mais quand on regarde le tableau de bord médico-social, on a quelques surprises, donc c'est important de le rappeler. Il faut considérer toutes les sources d'énergie, électricité, gaz, fioul, bois, réseau de chaleur, etc. Et ça, c'est rappelé dans le kit outil décret tertiaire que Vincent a rapidement évoqué auparavant. Donc, dans les actions à bas coût, pour savoir quelles actions on va pouvoir engager, il faut aussi, dans les préalables, connaître ces équipements techniques. En général aussi, on a des contrats d'exploitation et il est important de vérifier ces contrats, qu'ils sont bien respectés et que les prestataires vous fournissent un service de qualité. Donc, il y a même si on délègue un enjeu de suivre et de vérifier ce que font nos prestataires. Et dans les préalables à faire, c'est aussi à analyser les factures. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des surcoûts qui sont tout simplement liés à une mauvaise adéquation entre la facture et vos besoins. Et donc ça fait partie des choses qui sont rappelées dans les documents que met à votre disposition l'ANAP. Bien vérifier vos contrats d'électricité et de gaz. Alors, dans la connaissance préalable, je voulais mentionner spécialement tout ce qui est mesure. Olivier a parlé de s'assurer que l'on puisse ensuite mesurer les résultats qu'on a obtenus. Et il y a de plus en plus d'outils de mesure simples et peu coûteux qui permettent d'avoir des informations à la fois sur l'état de consommation du bâtiment et puis aussi de savoir quand on fait des actions, quel résultat on obtient. Voilà. Alors, pour mesurer son bâtiment, il y a globalement deux grandes façons de le faire. Soit on fait faire un audit instrumenté par un bureau d'études qui sera limité dans le temps de ce fait. Et par contre, il pourrait être un peu plus exhaustif et vous aurez une analyse des résultats par un professionnel. Il y a une autre façon de faire qui est peut-être moins coûteuse et plus pérenne, c'est-à-dire vous pouvez aussi avoir des capteurs communicants que vous pouvez mettre en place et qui permettent maintenant vraiment de façon simple de remonter quelques points de mesure représentatifs, moyennant d'avoir une équipe en interne pour les analyser. Ça peut être quelques températures, ça peut être des taux de CO2 dans des locaux à forte occupation, des débits de ventilation, des débits d'eau aussi. Et alors, donc, ces capteurs, ça permet de connaître le comportement des bâtiments, de suivre les paramètres qu'on a choisis. Alors, on n'est pas obligé de tout mesurer, il faut choisir quelques indicateurs clés. Le gros intérêt, c'est de localiser soit des pannes, soit des dysfonctionnements, des choses qui fonctionneraient en permanence, des températures qui ne seraient pas adaptées aux conditions d'exploitation. Ça permet aussi de suivre le travail de l'exploitant. Est-ce qu'il règle bien les températures? Est-ce qu'il règle bien les réduits en cas de réduit la nuit, le week-end? Voilà, ça permet assez facilement d'avoir une visu sur comment sont réglés les équipements techniques. Et enfin, ça permet de rendre compte et de communiquer sur les résultats. C'est-à-dire que si on a pu engager des actions, ça permet de vérifier leurs résultats et de pouvoir communiquer dessus, afficher des améliorations par rapport aux occupants des locaux. Et on verra après qu'il y a un enjeu, effectivement, de pouvoir mobiliser les gens qui se servent des bâtiments. Alors, cette question du comptage et de la mesure, ça peut faire un peu peur dès lors qu'on parle de réseaux, de sons, de capteurs. On parle de prestataires qui vont avoir pour expertise ces collectes de données et leur exploitation. Et on va tout de suite avoir peur d'être submergé par la donnée. Dans le cadre du kit outil décret tertiaire, on a travaillé ça avec la comité de pratique énergie et on est revenu à quelque chose d'assez raisonnable et vous pourrez reconsulter le document. C'est se dire qu'un plan de comptage, ça peut être juste quelqu'un qui fait la mesure, qui vérifie les compteurs et qui enregistre ça quelque part. Et il n'y a pas nécessité de tout mesurer.
on a l'idée qu'il faut être exhaustif, mais non, pas forcément. Il faut peut-être juste veiller à certains postes qui sont particulièrement consommateurs et avoir leur suivi. Il y a des techniques ou des astuces pour guetter la consommation dans les périodes creuses, de non-usage de certains équipements. Voilà, donc tout ça, c'est précisé. Et attention, ne vous lancez pas tête baissée dans l'idée que d'ici cet hiver, il faut tout mesurer. Et vous avez peut-être déjà des éléments. Nous allons maintenant rentrer dans le détail, en tout cas, rentrer un petit peu dans poste par poste, quelles sont les actions qu'on peut mettre concrètement en œuvre. Donc, à part le process, un des gros postes de consommation des bâtiments, c'est le chauffage. Le chauffage, on peut, si on veut le schématiser, essayer de comprendre, le séparer en des instruments de production, ça va être la chaudière, un ensemble qui va permettre la distribution de la chaleur, ça va être les réseaux avec leurs pompes et leurs organes de coupure ou autres, et puis le final qui est l'émission de chaleur dans les locaux où l'on en a besoin, et ce sera les radiateurs, les ventiloconvecteurs, les panneaux rayonnants, enfin tout ce qui peut diffuser la chaleur. Et donc, à chaque fois, on peut jouer sur le dimensionnement, la puissance, je reviens à et le temps, la temporisation, là où ça va, le temps pendant lequel ça va fonctionner. Sur la distribution, on peut jouer sur les débits, sur les températures, sur le calorifusage, et puis dans la consommation, sur les thermostats, par exemple. Donc, si on liste, feuille suivante. Voilà, si on liste un petit peu par type d'intervention en allant des petits travaux, enfin du plus complexe dans ce qu'on a en tout cas choisi de présenter aujourd'hui, donc des petits travaux au réglage. Alors en matière de travaux sur la production, on peut déjà vérifier l'isolation de la chaudière et l'adéquation du brûleur avec la chaudière, parce qu'un brûleur mal dimensionné peut engendrer des surconsommations. Dans le réseau de distribution, donc tous ces tuyaux, il faut s'assurer qu'ils sont bien calorifugés quand ils traversent des locaux non chauffés. Et là, ce sont des petits travaux d'assez faible coût et très vite rentables. On peut aussi envisager, si les pompes ne le sont pas déjà, de passer à des pompes à débit variable. On peut, sur d'anciennes installations, avoir encore des pompes à débit fixe. Et enfin, sur la consommation, il peut être envisageable d'installer des robinets thermostatiques ou des sondes, des sondes et des actionneurs pour régler la température pièce par pièce. En matière d'entretien, donc il faut bien vérifier le contrat avec son réseau de chaleur, si jamais on a un réseau de chaleur et non pas une chaudière. Là aussi, pour des questions de puissance et de la puissance dans le contrat, d'adaptation de la puissance à son besoin. L'entretien sur un réseau de distribution, ça peut consister en un désembouage et la pose de pots à bout, des purges aussi, qui vont faciliter la circulation d'eau et limiter tout ce qui peut faire obstruction. Et ça sera aussi favorable aux émetteurs de chaleur. Et enfin, si on réfléchit à ce qu'on peut faire en matière de réglage et de régulation, donc il y a toute la programmation du fonctionnement, donc les intermittences, les réduits, à quel moment je chauffe, à quelle température, en fonction des usages et des besoins de mes locaux. Il y a aussi la question de la courbe de chauffe et d'adapter la courbe de chauffe en fonction de la température extérieure. Dans le réseau de distribution de l'équilibrage du réseau qui va permettre que la chaleur soit correctement répartie dans tout le bâtiment et non pas plus à certains endroits que d'autres, ce qui amènerait à surchauffer le bâtiment pour avoir un minimum de température à d'autres endroits. Donc ça, l'équilibrage des réseaux, c'est vraiment quelque chose qui est critique sur quasiment toutes les installations et qui est à refaire régulièrement parce qu'il faut le faire après les travaux et pour des raisons X ou Y, ça se dérègle aussi dans le temps, donc c'est des choses à revoir régulièrement. Sur la consommation, si on a des thermostats, il faut les régler et s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Du coup, par rapport à ce propos avec Nathalie, ce qu'on a rapidement échangé avant ce temps, c'est est-ce qu'il faut faire ou faire faire? Et c'est important, si vous avez recours à un prestataire, de vérifier que le faire faire est correctement mené. C'est pour ça qu'on mentionne l'entretien
et la vérification du contrat, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'utiliser, d'avoir recours à un contrat sans le vérifier et vérifier bien la bonne application. Et c'est souvent rappelé, même si vous mettez des sondes de température, vérifiez leur bon fonctionnement. Enfin, faites vos contrôles sur ce qui peut être fait. Vous voyez des petites vignettes qui font référence à la webconf qui a été menée le 30 septembre sur les actions pour réduire les consommations d'énergie, juste pour dire que voilà, cette trame de présentation est totalement conforme aux conseils que l'on porte par ailleurs sur le secteur de la santé. Alors, nous allons accélérer un petit peu, mais je voudrais quand même parler de l'ECS, parce que l'eau chaude sanitaire, c'est un très gros poste de consommation, surtout dans un établissement de santé ou médico-social. Donc, il faut chasser les fuites, bien sûr, et là, s'assurer qu'on n'a pas de fuite d'eau ou de fuite d'eau chaude sanitaire, réduire les débits quand on peut, mais là où il y a beaucoup de pertes et les consommations peuvent être égales à celles de l'eau qu'on utilise, c'est dans le bouclage. C'est-à-dire qu'on a des bouclages pour assurer une circulation d'eau et une température minimum partout. Et quand ce bouclage est long et mal calorifugé, la consommation du bouclage peut être jusqu'à égale à la consommation de CS. Donc, il y a un vrai enjeu à vraiment calorifuger ou recalorifuger vos réseaux. On peut aussi calorifuger, voire surcalorifuger les ballons. Et je voyais dans le chat, puisqu'il y avait une intervention, on peut effectivement sur les endroits où l'eau chaude sanitaire n'est pas indispensable ou alors où il y a des faibles puisages, à partir sur des productions instantanées. Et le calorifugage, on rappelle que c'est environ 30 € de perte par an par mètre de réseau linéaire. Donc, dès que vous avez des réseaux de distribution, pensez-y. Donc, l'éclairage, on va passer très vite parce que le temps tourne. Un temps de retour sur investissement très court, c'est de passer en LED. Donc ça peut être des travaux que vous faites à l'occasion, mais éclaircir le revêtement de mur, c'est aussi quelque chose qui vous permet de gagner. Pensez à tout ce qui est gradation. Là, on est aussi dans le cadre des travaux. Et puis, un grand principe, c'est que quand les espaces sont appropriables, type bureau, chambre, où les gens ont la main, c'est de sensibiliser les occupants à l'extinction et à l'allumage au bon moment. Là où les usages sont collectifs, il faut penser à installer des horloges ou des commandes automatiques par détection de présence, puisque là, les personnes en général ne pensent pas à éteindre. Et typiquement, les sanitaires, les halls, les escaliers, il faut avoir des commandes automatiques. Donc, on va passer un petit peu vite. On va passer à la slide suivante. Ah non, pardon, Olivier, tu avais sur le terrain. Non, sur le numérique. C'est sur le numérique très très vite. Donc là aussi, il y a à la fois une sensibilisation des utilisateurs à un usage sobre du numérique, mais je vous renvoie à toute une littérature qui existe sur le sujet. On a beaucoup parlé de l'énergie consommée par un mail et de l'impact carbone d'un mail. Et puis avec vos services informatiques, vous pouvez travailler à sensibiliser donc les agents à ces usages sobres. Vous pouvez aussi travailler à mettre en place des extinctions et des veilles automatiques des écrans et des ordinateurs. Enfin, il faut faire la chasse à tout ce qui est permanent et inutile. Donc, les radiateurs d'appoint, les réfrigérateurs qui pourraient être un peu partout vides ou à moitié remplis ou très peu remplis. Voilà, il y a un petit peu tous ces sujets qui sont à la fois sociaux, qui sont d'usage derrière, puisqu'il y a des ça peut être assez source de consommation d'énergie. Tout ce qui est cuisine, tout ce qui est buanderie, ce sont d'énormes consommations. Et il y a de vraies économies à faire, mais on n'est plus vraiment dans les éco-gestes et ça nécessiterait des webinaires entiers. Donc, on passe sur le sujet. Mais c'est quelque chose que vous pouvez creuser. Le dernier point, c'est la sensibilisation des usagers. Il y a une vraie difficulté, effectivement, à faire changer parce qu'on n'est pas tous des êtres rationnels. On a des fois du mal à
accepter le changement et il faut faire ça par étapes. Parce qu'on peut passer par des passages de refus. Hein. On peut braquer les personnes peut-être les moins sensibilisées au sujet. Donc, comment passer du refus au réflexe, il faut y aller par étapes. Il faut aussi beaucoup communiquer sur les résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de demander d'agir, mais qu'après de se dire ça a servi à quoi, on ne sait pas à quoi. Mais il faut aussi prendre en compte les besoins des individus. Notamment en matière de température, en fonction des activités, et c'est particulièrement sensible dans les établissements de santé. Voilà, il y a différentes pistes pour travailler la motivation en interne. Voilà, il peut y avoir des petits concours, des choses comme ça. Il y a aussi moyen de s'appuyer sur les personnes qui seraient moteurs en les utilisant comme levier au sein du groupe. Voilà, c'est tout un enjeu. Alors, et ça peut se travailler avec des services communication ou autres. Après, il faut savoir que la sobriété, donc l'État va beaucoup communiquer à l'automne et cet hiver sur la sobriété. Donc, il y a aussi, ça peut être aussi une facilité, c'est-à-dire qu'il faut utiliser cette thématique et je dirais profiter du moment pour vraiment ancrer ça, décliner ça dans vos établissements, puisque ça va aussi être décliné au niveau national pour tous. Sur le point sur lequel il faut insister, c'est le sens de ces actions. Il y a évidemment l'hiver à venir qui a des impacts car il y a des tensions sur la fourniture en électricité qui se font sentir. Il y a d'ailleurs un site développé par RTE qui permet de savoir les périodes où la période est plutôt verte, orange ou rouge en termes de distribution d'électricité. Donc voilà, pour cet hiver, on réduit les consommations parce qu'il y a un risque. Donc on se prépare à ça. Mais plus globalement, le sens, c'est l'intégration de réflexes de sobriété, d'amélioration de la performance économique et globale de vos établissements. Éviter d'utiliser des fonds pour payer d'une énergie qui est certes nécessaire pour les établissements, mais que l'on aimerait, des moyens que l'on aimerait associer plus à d'autres investissements, à d'autres besoins, du soin et de l'accompagnement. Donc ça, les personnels en sont bien conscients et il faut faire attention aux raccourcis sur les comportements ou les éco-gestes en disant ah, alors maintenant, absolument, vous fermez tout, vous éteignez les lumières, sinon c'est de votre faute. Non, pas du tout. Il faut voir que les process ont un impact de consommation important, mais on veut que tout le monde contribue et que collectivement, il y ait cette compréhension des enjeux qui pèsent sur le secteur. Et la difficulté des éco-gestes, c'est qu'ils ne sont pas forcément adaptés à tous les systèmes. Donc là, ce que l'on appelle de votre part, c'est d'échanger avec votre mainteneur, d'échanger avec votre prestataire, d'échanger avec vos services techniques pour partager sur comment fonctionne l'établissement, quelle est l'inertie thermique, par exemple, de mon établissement. Est-ce qu'on réduit le chauffage la nuit ou est-ce qu'il il a suffisamment d'inertie pour ne pas avoir besoin d'une baisse d'énergie. Il y a beaucoup de choses à partager avec les services techniques, les techniciens, les thermiciens, pour essayer de mieux comprendre et d'avoir les gestes adaptés. Merci beaucoup. Sur juste la petite conclusion, donc on a vu quelques vignettes qui font référence à un document. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès. Merci beaucoup, Dorothée. Désolé pour le dépassement. Non, merci beaucoup pour cette présentation très, très riche qu'il était effectivement difficile d'écourter.
Donc, je donne tout de suite la parole à Camille Batteux du pôle Transition énergétique bâtiment à la DAM Île-de-France qui va nous présenter les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments, donc mis à disposition des établissements publics de santé et médico-sociaux franciliens. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien, alors je vais mettre en plein écran. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique que l'on propose à l'ADEME, à savoir qu'effectivement, comme l'a dit Dorothée Hénin, ça concerne les établissements publics. Donc je vais vous parler très rapidement du contexte. Ensuite, je vais faire 3 focus. Le premier, donc, sur la planification, qui est donc le schéma directeur immobilier énergétique. Le deuxième, sur une garantie de performance, donc le contrat de performance énergétique. Et le troisième, une garantie de moyens, donc le commissionnement. Et enfin, j'ai une dernière slide sur comment choisir. Donc, au niveau du contexte, aujourd'hui, pourquoi monter un projet de rénovation énergétique? Le premier, c'est ça va vous diminuer vos factures énergétiques et donc réduire votre budget de fonctionnement. Le second, c'est que ça va améliorer votre confort tant en été qu'en hiver. Ça va également contribuer aux réductions de l'impact environnemental parce que si l'on prend que l'Île-de-France, en termes de bâtiments, il y a 46% des émissions qui proviennent des bâtiments, des émissions de gaz à effet de serre. Donc ensuite, donc évidemment, faire mieux sur tous les bâtiments tertiaires. Ça vous permet aussi de montrer l'exemple pour d'autres établissements qui voudraient faire la même chose. Ça vous permet également d'entretenir et valoriser votre patrimoine sur du moyen et long terme et de vous mettre en conformité avec la loi Elan, donc avec notamment le décret tertiaire. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus au niveau de la planification des travaux et donc le schéma directeur immobilier énergétique. Donc, 4 étapes sont phares dans ce schéma directeur. Donc, en premier, on a le lancement. Donc, le lancement, ça demande vraiment une gouvernance. Ça va vraiment établir les moyens et l'organisation. Ensuite, un diagnostic. Donc, ça, vous allez pouvoir donc disposer d'une connaissance fiable et globale du patrimoine. Au niveau du contenu, on va avoir certes des données de consommation et des données énergétiques, mais on va également avoir un état réglementaire, un état technique, un état des usages, est-ce que vos mètres carrés sont bien utilisés, et un état financier et juridique. Donc, tout cet état des lieux, ce diagnostic va vous permettre d'établir plusieurs scénarios. Et à la suite de ces scénarios, vous allez faire une comparaison multicritère pour choisir un scénario de référence. Ce scénario de référence va ensuite être mis en place et servir vraiment d'outil de gouvernance. Donc, vous allez avoir un document de programmation avec une synthèse des résultats et un programme prévisionnel, donc à la fois avec les phases et le budget associé. Donc, ça va vraiment vous permettre de planifier et d'anticiper les dépenses. Ensuite, une fois que la planification est effectuée, que vous savez un petit peu la ligne directrice, vous pouvez faire des travaux ou non, ou de la régulation, mais surtout, vous pouvez garantir soit la performance, soit les moyens à travers 2 dispositifs. Donc, le premier, c'est le contrat de performance énergétique, donc pour des opérations de rénovation avec ou sans travaux. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un marché public entre un maître d'ouvrage et un opérateur unique qui comporte des engagements de performance énergétique mesurables. Si je prends un exemple, vous souhaitez avoir 40% de consommation énergétique, de réduction des consommations énergétiques sur votre bâtiment ou sur votre patrimoine. Vous voulez un temps de 7 ans, 10 ans, 12 ans en fonction de l'état initial et des moyens que vous voulez mettre. Vous voulez agir ou non sur les travaux. C'est vous qui choisissez, vous le définissez dans le contrat. Et ensuite, donc, cet opérateur unique va s'engager pour que cette réduction des consommations soit vraiment effective au bout des 7 ans, 10 ans, 12 ans. Et s'il n'y a pas justement si cette diminution n'est pas atteinte, il y aura des pénalités. Donc, l'opérateur a vraiment intérêt à avoir
cette réduction et vous êtes également gagnant parce que ça vous garantit vraiment une performance énergétique. Donc pour ça, vous avez aussi des guides qui sont, dont celui-ci, pour réussir votre cahier des charges et donc établir au mieux votre contrat de performance. Donc les modalités d'aide sont les suivantes. Nous, aujourd'hui, on a une aide qui est à hauteur de 50%, à savoir qu'on a aussi une phase amont et une phase aval. La phase amont sert à définir finalement le contenu du contrat de performance et si ça va être utile ou non de mettre un contrat de performance énergétique en place. Et la deuxième partie, c'est la phase aval, donc vraiment la mise en place du contrat. Et donc là, en fonction, si c'est un bâtiment ou un patrimoine, on a des seuils. En phase amont, c'est 30 000 euros. En phase aval, c'est 50 000. Et si vous avez un patrimoine, on peut aller jusqu'à 100 000 euros avec 50% d'aide. Donc, on peut aller jusqu'à 50 000 euros d'aide. Ensuite, pour non pas un objectif de réduction des consommations, mais un objectif de qualité, vous avez le commissionnement. Donc, le commissionnement, ça assure une coordination renforcée entre les acteurs de l'opération. Donc, les architectes, les entreprises, les exploitants, et tout ça aux différentes phases de votre projet. Donc, ça apporte vraiment une garantie de qualité à la maîtrise d'ouvrage. Je vous ai mis ici un lien vers la description. Donc, engager une mission de commissionnement, quels sont les intérêts? Vous avez un intérêt économique. Donc, ça va vous réduire les coûts liés à la non-qualité, donc au non-suivi ou au retard de votre projet. Donc là, vu qu'il n'y aura pas de retard puisqu'il y aura un suivi, ou tout du moins pas de non-qualité, il va y avoir vraiment une réduction des coûts et surtout une maîtrise des coûts de maintenance. Ensuite, vous avez un intérêt pratique puisqu'il y aura des équipements et des automatismes correctement réglés et opérationnels dès la livraison et une prise en main rapide et efficace, puisque forcément, le commissionnement, il va avoir tout suivi et donc ce sera très rapide. Et enfin, forcément, une assurance de qualité avec le respect des spécifications techniques et des performances, le confort, la qualité de l'air, la réduction des plaintes des occupants et forcément, ça va aussi avoir un impact positif sur la réputation et la valeur du bâtiment. Ensuite, donc, on a un taux d'aide qui est identique, donc de 50%, avec, donc là, il n'y a pas de phase amont, phase aval, il y a une opération et donc elle est de 30 000 euros, un plafond d'aide de 30 000 euros pour un bâtiment et 60 000 pour plusieurs bâtiments. Donc, ça fait 15 000 euros d'aide et 30 000 euros d'aide. Donc, avec un niveau de performance exigé dans les deux cas de 40% de consommation d'énergie en moins pour un bâtiment et 30% à l'échelle d'un patrimoine. Donc, encore une fois, vous avez le guide qui vous est donné ici. Il vous sera retransmis plus tard. Donc, comment choisir? La première démarche est de savoir est-ce que vous avez ou non une connaissance sur votre patrimoine ou votre bâtiment. Est-ce que vous avez des consommations? Est-ce que vous avez déjà une planification et vous savez vers quoi vous dirigez? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de faire un schéma directeur immobilier énergétique qui va vraiment vous donner les grandes lignes de ce qu'il faudrait faire. Ensuite, si vous avez une planification, vous savez que vous voulez faire des travaux, vous avez deux possibilités. Donc, soit avoir un objectif fixé de réduction des consommations avec ou sans travaux, soit avoir un objectif de qualité. Donc, soit le CPE, soit le commissionnement. Il faut savoir que les contrats de performance énergétique, souvent, ça implique un montant supérieur à 1,5 million d'euros. Sinon, sinon, vous n'aurez pas de preneur, très souvent. Alors que le commissionnement, ça va plutôt être pour des montants de travaux plus faibles. Donc, c'est pour ça, ça va dépendre aussi de votre montant global, de votre enveloppe globale. J'ai fait assez rapide pour rattraper un petit peu le retard. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup, Camille, pour ces dispositifs qui devraient pouvoir répondre aux besoins des établissements. On note effectivement la question sur les établissements privés non lucratifs. Voilà, sont-ils éligibles au dispositif? Soit Camille vous répond dans le chat, soit on y répondra de toute façon
après le webinaire. Alors, pour cette intervention, je suis vraiment navrée pour le retard. Cette dernière intervention, je remercie vivement Bruno Idasiac, chef de service risque énergie développement durable à la PHP, de témoigner sur comment un établissement peut s'emparer de tous ces sujets pour mettre en œuvre une politique énergétique vertueuse. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Effectivement, on souhaitait parler de la performance énergétique dans un établissement hospitalier. Alors, c'est la PHP. Alors, je voulais simplement vous partager, mais je ne veux pas dire que c'est soit une bonne pratique ou soit un exemple à suivre parce que chacun va adapter en fonction de son site hospitalier. Donc, je ne voudrais pas surtout non plus vous donner l'idée de dire voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut faire. Donc, nous, voilà, moi, je vous partage en tout cas notre démarche que nous avons effectuée au sein de la PHP. Donc, déclinaison au sein de la PHP. Donc, moi, je suis donc au chef de service donc au sein du siège. Alors, on a une particularité de la PHP, c'est qu'on a une trentaine d'hôpitaux différents, structurés en fonction de groupements hospitaliers universitaires, des GHU. Donc, il y a 6 gros GHU à la PHP. Donc, il y a nécessairement nécessité d'avoir une politique énergétique collective, globale. Cette politique énergétique, elle est issue en fait de la politique technique qu'on mettait en place de manière quinquennale. Tous les 5 ans, il y avait effectivement une politique technique et il y avait un volet énergie dans cette politique technique. Et de plus en plus, on s'est rendu compte que l'énergie prenait une place de plus en plus importante, d'où la nécessité d'avoir une politique séparée de la politique technique globale. Pour définir cette politique énergétique, en fait, on s'est mis dans de réflexion de dire mais comment on peut, parce que vous avez vu, il y a plusieurs moyens, plusieurs leviers d'action possibles au niveau de cette définition de politique énergétique et de cette mise en action. Comment on peut essayer de structurer pour avoir une démarche efficiente en fonction d'axes stratégiques. Donc, on a trouvé 4 axes stratégiques dans la démarche, à dire classique. C'est-à-dire la première démarche, c'est de se poser de combien on a besoin, en fait, de quoi on a besoin, quel est notre besoin en énergie. Donc ça, c'est le premier axe. L'axe 1, où on dit quel est le pilotage, la maîtrise des consommations, les dépenses relatives à l'énergie, énergie électrique, gaz, chauffage urbain, biomasse. Donc, on va donc définir notre besoin. Et donc, une fois qu'on a ce besoin, commencer à l'acheter, donc définir aussi une stratégie d'achat. Une fois qu'on a bien maîtrisé cet axe 1, c'est de dire est-ce qu'on peut réduire cette consommation, ce besoin? Est-ce qu'on peut réduire ce besoin? Donc ça, c'est l'axe 2, et c'est comment on peut réduire en mettant en place des actions de rénovation énergétique et thermique, comment on peut trouver des actions pour réduire aussi notre empreinte écologique. Et puis, une fois qu'on a mis en place ces actions de réduction, on se dit mais est-ce que notre empreinte énergétique et notre empreinte écologique peut être également réduite. Et là, du coup, on a l'axe 3 qui est l'amélioration du mix énergétique de nos établissements hospitaliers. Donc, comment on produit en gros cette chaleur ou cette énergie électrique de manière plus écologique. Et puis, le dernier axe, c'est de dire tout ça, pour qu'on ait un effet vertueux, eh bien, il faut former les agents techniques, les personnels soignants, parce que il faut que cette démarche soit prise en compte par tout le monde, sinon ça ne fonctionne pas. Bon. Alors, sur l'axe 1, vous voyez, donc on a mis en place la maîtrise et le pilotage des consommations. Donc, la première étape, c'est une fois qu'on a défini notre besoin, c'est des tarifs réglementés depuis 2016. D'avoir une stratégie d'achat. Donc, nous, on est dans le groupement Uniachat pour l'achat d'électricité et de gaz. On a la chance sur Paris d'avoir pour le chauffage, le chauffage urbain de la ville de Paris, donc le CPCU.
Et on a des sites qui sont extramuros de Paris, qui ont aussi des chauffages urbains. On a mis en place, toujours dans le cadre de la maîtrise et pilotage des consommations, un SEM, un système de management expert de l'énergie. Donc là, on a un partenaire qui s'appelle UbiGreen, qui nous permet de piloter et de suivre nos facturations et nos consommations, notamment avec les points 10 minutes, etc., avec Enedis, au jour le jour, avec un suivi mensuel très précis de ces consommations. Un plan de comptage énergétique, donc nous on est parti sur une stratégie et on disait tout à l'heure, c'était intéressant de dire effectivement un plan de comptage, il faut bien savoir où on met les comptages d'énergie parce que voilà, on peut avoir une multiplication des sous-comptages un petit peu partout, mais après on a du mal à les maîtriser. Donc nous on est parti sur l'idée d'avoir un site pilote qui s'appelle la Rimoisière et sur lequel un plan de comptage a été mis en place. Et donc on a eu des retours d'expérience de cette mise en place de sous-comptage. Et effectivement, il y a eu quelques difficultés, notamment sur le nombre de points qui était peut-être trop important, on comptait trop, et donc une difficulté à traiter toutes ces données. Mais voilà, donc du coup, ça nous donne aussi un éclairage de retour d'expérience qui permet d'optimiser nos futurs plans de comptage. Une convention que nous avions signée avec l'ADEME aussi, c'était en 2017, qui nous avait permis de confidencer des ingénieurs énergie, on va dire, voilà, et qui a abouti de manière pérenne, puisque nous avons donc pu embaucher deux ingénieurs supplémentaires dans notre équipe, des ingénieurs de transition énergétique et un ingénieur HQE à la fin de cette convention. Donc voilà, il y a de beaux partenariats qui peuvent être mis en place aussi avec l'ADEME. Une démarche ISO 50001 sur certains sites. C'est pareil, on est parti sur des sites pilotes où on met en place ces démarches. Donc, soit la démarche va jusqu'au bout et jusqu'à la certification, soit c'est une démarche qui te permet de structurer aussi les possibilités d'action en faveur des économies d'énergie. Une politique patrimoniale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un projet, soit de vente de terrain, soit d'agrandissement, soit de vente de bâtiments, etc., il y a un volet énergie qui permet de prendre en compte l'opportunité ou pas, voilà, soit de démolir le bâtiment s'il est vraiment énergivore et construire plutôt du neuf derrière, ou soit de se séparer d'un bâtiment et de se regrouper et de réfléchir à une optimisation de ces mètres carrés occupés. Sur l'axe 2, là, après, c'est les rénovations. Donc, nous, on est parti sur cet axe 2 dans le cadre de la loi Elan et du décret éco-énergie tertiaire. Donc, on s'est engagé forcément dans cette démarche. On est, comme vous, je pense, à la phase où on dépose les données sur la plateforme Opéra et on va démarrer donc la phase de plan d'action avec la recherche aussi des modulations, la mise en place des modulations. Et je pense que voilà, le SDIE qui a été évoqué tout à l'heure est un très bon moyen de mettre en place cette stratégie de plan d'action dans le cadre de la loi Elan. Alors, le financement de projets dans le domaine de l'énergie, c'est toujours voilà, la difficulté en fait de ces démarches, parce que il y a des plans, il y a des fonds, donc il y a le plan de relance, les fonds Ségur, etc. Bon, les fonds Ségur, on voit que c'est plutôt pour des bâtiments neufs, de la construction neuve et de la réhabilitation. Voilà, donc sur les réhabilitations de l'existant, il y a les fonds l'ADEME qui peuvent nous aider. Il y a des financements type de la Caisse des dépôts aussi qui peuvent aider. Mais on est un petit peu, c'est vrai, oublié par rapport au plan de relance. Nous, on milite en tout cas via la FHF, via différents organismes, je pense l'ARS, etc., pour bénéficier du fonds vert évoqué par la ministre. Voilà, donc la première ministre, pardon. Donc, du coup, voilà, on cherche nous aussi des financements de projets, mais voilà, on est encore un petit peu en dessous, je pense, de ce qu'on pourrait faire. Au niveau des C2E, alors nous, on est parti sur une démarche avec un partenaire, donc avec un obligé, donc, qui nous aide à monter les dossiers et ensuite vis-à-vis
les autres obligés de récupérer les fonds C2E. Donc, ce partenaire, oui, prend une part sur le fonds qui est réglé, mais du coup, il aide à analyser les fiches, il vient sur place avec les équipes techniques de la PHP et puis détermine ce qui est possible de mettre ou non dans les fonds C2E. Donc ça, c'est une méthode que l'on a pris, de prendre quelqu'un qui est spécialisé C2E et qui nous aide dans la démarche. Les audits énergétiques et les DPE, tout à l'heure on en a parlé aussi via le SDIE et les audits énergétiques. Donc ça va être aussi des démarches qu'on va mettre en place dans le cadre de la loi Elan. On en a déjà fait, il y a déjà effectivement des audits qui ont déjà fait sur certains bâtiments. Puis, voilà, on va les généraliser. Alors il y a deux politiques chez nous. Il y en a certains qui disent les audits, on en a fait beaucoup et ça ne débouche pas forcément sur des actions. Donc, ils partent plutôt sur des actions qui sont, eux, identifiées et ils font les calculs de gains énergétiques de ces actions et ils partent plutôt sur ce type de méthode. Il y en a d'autres qui disent non, moi, je veux plutôt une démarche structurée, je fais des audits énergétiques que j'externalise, donc ça a un coût, effectivement. Mais du coup, voilà, j'ai bâtiment par bâtiment un plan d'action que je peux mettre en œuvre. Après, dans les bâtiments neufs, on a des stratégies de mise en œuvre de qualité environnementale. Donc, nous, au niveau de la PHP, on s'est engagé sur toutes nos opérations neuves, ce qu'on appelle les opérations majeures, les grosses opérations, c'est de s'engager dans une démarche HQE. Donc, on veut un label HQE sur toutes nos opérations. Et pareil que ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc à toutes les étapes, de l'étape programmation jusqu'à l'étape exploitation. Programmation, conception, réalisation, exploitation. Donc, à toutes ces étapes, on s'est engagé dans cette démarche environnementale et de labelliser en fait toutes nos opérations neuves. Sur les investissements des thématiques institutionnelles, donc là, c'est à chaque fois qu'il y a une grosse rénovation, les GER, il y a un volet calcul énergie qui vient donner des arguments pour le choix dans les choix techniques qui sont faits et les choix d'équipement en fonction de leur performance en consommation d'énergie. Donc ça, c'est institutionnel. Ensuite, sur l'exploitation et la maintenance technique, là, c'est aussi les volets qu'on évoquait tout à l'heure, notamment le décret BAC. C'est tout ce qui est volet numérique, en fait. Donc, c'est déjà les systèmes de pilotage qu'ont les exploitants sur les sites au niveau des chaufferies, le décret BAC avec les GTC, les GTB qui sont mis en œuvre, et aussi les GMAO qui nous aident aussi à faire des suivis de maintenance. Et ce que disait Madame, par exemple, tout à l'heure, c'est effectivement bien suivre dans le cadre de nos maintenances préventives que le réglage des brûleurs a bien été fait, le changement des brûleurs sont bien programmés, voilà. Donc, ou s'aider d'outils informatiques pour suivre et optimiser la gestion des installations. L'axe 3, c'est l'amélioration du mix énergétique. Donc, c'est des réflexions sur comment produire l'énergie, comment produire l'électricité de manière plus durable. Donc, c'est surtout pour nous des raccordements du chauffage urbain. Donc, on a des sites qui sont anciennement en chaufferie gaz ou anciennement en chaufferie fuel, ou carbone même parfois anciennement, qu'on souhaite raccorder à du chauffage urbain. Donc, on a des sites, on a des Rubira, Ambroise-Paré, Herbert-Chevier, Mirou, sur lesquels on a des plus ou moins avancé des réflexions où complètement, on va le voir avec René Muret, l'exemple que j'ai pris, où la démarche a été jusqu'au bout et on est maintenant raccordé sur le chauffage urbain. Et puis, sur Paris, on a aussi la possibilité de se raccorder à pas un chauffage urbain, mais un froid urbain, on va dire, donc une boucle de froid qui va aller en se développant, puisque la DSP, le froid de la ville de Paris, qui s'appelle Fraîcheur de Paris, souhaite se développer et notamment son développement passe par des raccordements d'hôpitaux, surtout là, plutôt intramuros Paris, mais voilà. Donc on a déjà des liens avec eux, on a une possibilité et un projet de raccordement de l'Hôtel Dieu par exemple, et donc voilà, on étudie avec eux comment optimiser
ce raccordement et cette production de froid pour nos hôpitaux. Et le dernier axe, c'est la formation et la sensibilisation des agents techniques et des personnels soignants aux enjeux énergétiques. Une des démarches qui a été faite par notre direction de la stratégie et de la transformation, c'est le bilan carbone qui a été effectué sur l'ensemble de la PHP et des rejets de gaz à effet de serre. Donc, ça a mobilisé énormément les équipes. Et donc, maintenant, on a un bilan carbone et on sait quelle est la part, notamment d'énergie. On sait que c'est 11% des rejets de gaz à effet de serre maintenant. Et on a donc, comme on disait tout à l'heure, hein, il faut avoir un objectif. On sait déjà de combien on consomme, de combien on part pour se fixer les objectifs et suivre après les démarches qui sont faites. On a des formations qualité environnementale des bâtiments. Donc, c'est la démarche HQE qu'on évoquait tout à l'heure. Nous, donc, on passe par des formations qui expliquent comment se passe la démarche HQE, quels sont les points à vérifier, quels sont les points à passer. On a également une démarche développement durable avec donc un département développement durable qui est dédié pour l'ensemble de la PHP, donc avec des autres volets, donc parce que le développement durable, ce n'est pas que le volet énergie, il y a le volet mobilité, il y a le volet déchets, il y a le volet médicaments, donc tous ces volets-là, c'est une démarche globale, et nous, on a intégré en tant que volet énergie dans cette démarche globale. Nous avons défini des réunions de référents énergie, donc sur chaque GHU, nous avons, et chaque hors GHU, donc des groupements hospitaliers universitaires, il y a des référents, des ingénieurs référents énergie, qui donc sont chargés de mettre en place toute cette politique énergétique en lien avec le siège. Donc voilà, on a des réunions pilotées par le siège et les référents énergie sont sur les sites et donc pilote l'ensemble des actions qu'on a évoquées depuis le début. Nous avons des formations avec nos fournisseurs aussi, notamment avec CPCU, qui nous forment sur le pilotage des sous-stations, notamment de vapeur, avec nos agents techniques qui participent à ces formations, donc des sensibilisations sur effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, les bons réglages et à la bonne date, au bon moment, avec les bons entretiens, les bonnes maintenances pour que la performance des installations soit optimale. Et puis enfin, une démarche de sensibilisation des GHU. Donc ça passe par les référents de développement durable des sites. Et donc, quand il y a, par exemple, la semaine du développement durable, comme on a eu il y a quelques semaines, il y a sur les sites des stands. Ça peut être aussi des démarches via les personnels soignants, sur des échanges, par exemple, sur les éco-gestes, etc. Donc, vous voyez, on a balayé, enfin, on a essayé de balayer ensemble l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition en les structurant suivant 4 axes stratégiques. Voilà. Donc, c'est ce qui nous permet ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de suivre, de faire des bilans. Chaque année, on a un bilan de toutes ces actions, de tous ces axes stratégiques. Et on les partage et donc on se donne aussi des objectifs, notamment les objectifs de la loi Elan, sachant que le valeur absolue 3 n'est pas encore paru, mais ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc ces objectifs sont partagés et on fait un bilan chaque année de toutes les actions qui ont été mises en place et chaque action s'inscrit dans nos axes. Vous voyez, donc là, on parlait de la sobriété tout à l'heure. La sobriété, vous avez 2 démarches en fait, hein, pour atteindre rapidement les moins 10% en 2024. C'est les actions, ce qu'on appelle quick win, donc les opérations de modification, de baisse de température à 19 degrés, les actions sur les réduits de nuit, les actions sur de l'éclairage réduit la nuit également. Voilà, tout ça, c'est sur des actions quick win. C'est l'axe 2, en fait, hein, sur la maîtrise de nos réductions. Et vous avez aussi les éco-gestes. Donc, je me lave les mains à l'eau froide, je prends plutôt l'escalier que l'ascenseur, etc. Tous ces éco-gestes qu'on partage, c'est plutôt l'axe 4. Voilà, c'est une démarche de sensibilisation. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'était très intéressant, c'est qu'effectivement, les actions sont difficiles à partager. Donc, pour l'instant, j'ai encore vu des personnes qui prenaient l'ascenseur pour descendre un étage. Voilà.
c'est peut-être mieux de prendre l'escalier pour descendre un étage. Mais voilà, donc il faut, on continue dans cette démarche. C'est de longue haleine, mais il faut effectivement que tout le monde fasse les démarches d'éco-gestes parce que voilà, il ne faut pas qu'il y ait de différence entre certains groupes de personnes et donc certains se sentent lésés ou différenciés par rapport aux autres. Donc la démarche, elle doit être globale. Voilà, elle s'adresse à toutes les personnes. Alors j'avais un petit témoignage sur le raccordement de l'hôpital René Muret au chauffage urbain. Très rapidement, voilà, l'hôpital de René Muret, c'est un hôpital en Seine-Saint-Denis, un bâtiment de 1000 lits, hein, avec plusieurs dépassages, avec des services d'urgence, des accouchements, etc. Et donc, c'était un chauffage anciennement au gaz. Donc, a été prise la décision de se raccorder au réseau de chaleur, donc de René, du site de Sevran. C'est une intercommunalité qui a proposé la possibilité de se raccorder. Vous voyez, avec 5 communes qui étaient partenaires de l'ensemble de ces réseaux de chaleur. Et donc, nous, on a été intéressés à ce raccordement. On a signé donc une convention avec eux, hein, mais voilà, c'est une démarche. En fait, quand on a une démarche comme ça, ce qu'il faut se dire, c'est que ça prend plusieurs mois, plusieurs années. Nous, vous voyez, la démarche, elle a quand même pris pratiquement 2 ans. Donc, quand on veut passer d'un système de chauffage au gaz à un système de chauffage urbain, il faut prendre du temps, quoi. Il ne faut pas se dire du jour au lendemain, je vais basculer. Donc, ça prend énormément de temps. Voilà. Et du coup, mais ça vaut le coup parce que derrière, on est aidé déjà, on a des subventions de l'ADEME, subventions du Fonds Chaleur qui vient nous aider. Après, on bénéficie aussi de TVA à taux réduit. Et surtout, on évite l'émission d'un équivalent de pratiquement 1000 tonnes de CO2 par an. Donc ça, c'est pas mal pour la lutte pour le changement climatique. On a une photo voilà, de la chaufferie. Donc, c'est une chaufferie qui est biomasse et donc qui permet de bénéficier de la TVA à 5,5, mais aussi de réduction des émissions de CO2. Donc là, on a un petit peu le tracé en rouge, vous voyez. Donc, c'est un peu long aussi à raccorder parce qu'il faut traverser toute la ville, hein, quasiment, pour aller récupérer le réseau. Voilà, donc ça donne effectivement des travaux de grande ampleur, vous voyez, avec des tuyaux calorifugés qui traversent l'ensemble de la ville. Voilà. Merci beaucoup Bruno Iddasiak pour ce témoignage très éclairant voilà, d'une stratégie globale de gestion des énergies ambitieuse et collective et qui, j'en suis sûre, pourra inspirer d'autres établissements pour bâtir leur propre stratégie. Alors, nous sommes absolument désolés, évidemment moi en premier lieu, pour le retard pris. Nous avons préféré privilégier le temps des présentations. Il y a eu beaucoup de questions et beaucoup aussi de réponses finalement apportées d'ores et déjà dans le chat. Il est 15h44, donc je vous propose de vous faire parvenir ces réponses par écrit à la suite du webinaire avec donc les supports de présentation et le replay. Voilà. Je remercie évidemment toutes et tous pour ce temps d'échange. Nous espérons qu'il vous aura intéressé, qu'il aura répondu à vos interrogations. Je laisse la parole aussi aux autres intervenants et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire pour vous accompagner dans cette transition écologique.